Je vais être très rapide et je rassure tout le monde, je vais essayer de l'être vraiment. Je vais donner les raisons pour lesquelles nous sommes présents ici en tant que communistes et pourquoi cette question de la solidarité avec la classe ouvrière et le peuple de Corée du Sud contre cette loi inique. Et cette loi, dont j'ai dit tout à l'heure qu'elle est l'expression même de la domination de l'impérialisme américain sur la Corée du Sud, et en même temps de la domination du système impérialiste sur la Corée du Sud, dont l'impérialisme français est partie prenante, lui qui a participé à l'agression contre la Corée en 1951 dans le cadre de l'opération des Nations Unies, et lui qui, aujourd'hui, a ce triste privilège, alors que les Anglais l'ont fait, même les ex-pays socialistes comme la Hongrie, la Pologne, etc. l'ont fait, de continuer à refuser de reconnaître le gouvernement de la République populaire et démocratique de Corée, ce qui en fait quasiment pour un véritable animal préhistorique dans la situation politique internationale actuelle, qui n'est pourtant pas du côté des Occidentaux très favorable à la Corée du Nord. La bataille spécifique par rapport à la Corée du Sud et par rapport à cette loi de sécurité nationale, c'est qu'il est clair et net que depuis le début, cette loi, elle s'oppose évidemment à la Corée du Nord, qui était la partie de la patrie qui avait été libérée et qui avait pu conserver sa liberté lors du débarquement américain de 1945, mais c'est aussi une loi contre le mouvement ouvrier et démocratique de Corée du Sud. C'est une loi dont on dit aussi, on l'appelle aussi la loi sur la répression du communisme, parce qu'elle est destinée à décapiter, et le terme n'est pas trop fort, puisqu'on a vu le nombre de morts qu'elle a suscité, décapiter toute possibilité que s'organise le mouvement ouvrier révolutionnaire en Corée du Sud. Deuxième chose, c'est que ce mouvement ouvrier sud-africain, excusez-moi, j'ai le passé qui me remonte, je vais en parler tout à l'heure d'ailleurs, c'est cette loi contre le mouvement ouvrier coréen, elle s'explique aussi parce que depuis 40 ans, on voit bien que la classe ouvrière en Corée du Sud, elle tient le haut du pavé, elle se bat pour ses conditions de vie et ses conditions de travail, et elle se bat aussi dans le sens de la volonté de devoir se réunifier la patrie. Et pour ce qui est de la classe ouvrière, ça n'engage pas les autres couches sociales qui sont dans cette bataille, mais pour la classe ouvrière, il est clair et net que cette bataille, elle va dans la direction du socialisme sur l'ensemble de la péninsule coréenne, même s'il y a des étapes à envisager, etc. Et enfin, l'autre élément, c'est ce qu'ont dit Charvin, Jean Salem, etc., c'est que cette loi, elle est quelque chose qui est comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête de l'ensemble de ceux qui s'opposent au système capitaliste. Je ne dirais pas que c'est une loi néolibérale, le néolibéralisme, c'est finalement un avatar, c'est une loi de défense du capital. Et elle est d'autant plus importante en Corée du Sud qu'en 1990, l'OCDE disait que l'objectif pour l'ensemble des pays capitalistes, c'était de faire en sorte que le prix de la force de travail en Europe, en particulier, se rapproche au plus possible du prix de la force de travail en Corée du Sud. Or, à l'époque, les ouvriers en Corée du Sud faisaient partie de ceux dont le prix de la force de travail était le plus bas. Si je me souviens bien mes chiffres, mais vous me pardonnerez si je me trompe, mais c'est dans ces proportions-là, on calculait, je crois, à 5 000 $ par an le coût de la force de travail d'un ouvrier en Corée du Sud. Par contre, il était, je crois, de 24 000 $ en République fédérale allemande, 18 000 pour la France. Il s'agissait donc de faire drastiquement baisser les salaires ici, et cette loi, de fait, elle participait à l'échelle internationale de la volonté de peser sur le prix de la force du travail sur l'ensemble des travailleurs du monde entier. Il est évident qu'il ne s'agissait pas d'aller de réduire tout le monde à 5 000 $, mais dans la perspective d'une montée relative
des salaires en Corée du Sud et de la baisse en Europe, on aurait trouvé une moyenne qui permettait au capital de se valoriser à bon prix. Et donc, par conséquent, il est du devoir des communistes de se battre en solidarité avec les forces progressistes de Corée du Sud pour l'abolition de cette loi, parce que c'est une loi qui, fondamentalement, est une loi contre la classe ouvrière, contre la démocratie, mais c'est aussi une loi contre la paix, et c'est une loi contre la nation coréenne, et pour toutes ces raisons, je crois qu'il est nécessaire que nous nous mobilisions dans ce pays pour faire pression sur le gouvernement français et pour faire en sorte que le gouvernement français change de position. Car, et je termine là-dessus, et vous allez voir pourquoi j'ai bifurqué tout à l'heure sur l'Afrique du Sud, ce n'est pas, pour l'instant, à propos de la Corée, c'est à propos de la Syrie. J'ai entendu, il y a 15 jours, le nouveau ministre des Affaires étrangères, mais qui n'est pas un nouveau en politique, et qui s'appelle, je crois, Laurent Fabius, déclarer qu'il se prononçait pour l'application du point numéro 7 de la Charte des Nations Unies sur les sanctions globales et obligatoires contre le régime syrien, parce que c'était intolérable. Et Charvin a brillamment rappelé cette fameuse formule de la voie pour la démocratisation de la Corée du Sud pendant 25 ans. Et je rappelle qu'en 1987, si je ne m'abuse, non, c'était pas en 87, c'était en 89 ou 86. 86, je pense. À l'époque, Fabius était au gouvernement et je m'occupais des questions de la lutte anti-apartheid dans ce pays. Et nous réclamions l'application, comme l'Assemblée nationale des Nations Unies d'ailleurs le réclamait, l'application de ce point numéro 7 de la charte sur les sanctions globales et obligatoires contre le régime d'apartheid, pour toutes les raisons dont on a parlé tout à l'heure, sur les textes qui avaient complété la déclaration de 48, et notamment sur le crime contre l'apartheid. Et que nous disait Laurent Fabius? Qu'il était hostile, et il s'y est toujours opposé, à l'application des sanctions globales contre le régime fasciste, raciste, colonial sud-africain, parce qu'il y avait des ouvertures, il y avait une voie où on sentait bien que le gouvernement se désengageait par rapport aux lois premières de l'apartheid, etc. Alors qu'aujourd'hui, il prend prétexte de la contre-information sur la Syrie pour réclamer que la Syrie soit frappée par ces sanctions. On voit tout de suite, si vous voulez, dans quel camp il se situe, et je pense que face à ce gouvernement, il est nécessaire que sur la question de la Corée, car ce gouvernement, il n'y a pas de raison qu'il fasse exception au précédent, y compris par sa composition, sera toujours du côté des forces réactionnaires en Corée du Sud. C'est au peuple français de faire en sorte que les choses changent, et c'est la raison pour laquelle il est nécessaire que les progressistes et les communistes, et pas seulement les communistes de mon organisation, mais les communistes qui se réclament du communisme dans ce pays, se mobilisent pour manifester leur solidarité avec le peuple de Corée.